Vous avez grandi, quitté la maison, construit votre propre vie. Et pendant des décennies, ce frère ou cette sœur avec qui vous vous disputiez, rivalisiez ou avec qui vous ne vous entendiez tout simplement pas, est devenu presque un étranger. Vous vous voyez à Noël lors des anniversaires, des funérailles, vous échangez des politesses vides de sens, vous souriez pour les photos, et la vie continue. Mais alors, quelque chose change. Ce peut être le décès d'un de vos parents. Ce peut être une crise personnelle. Ce peut être un appel téléphonique inattendu au milieu de la nuit. Ou ce peut être simplement la fatigue, cette fatigue profonde de porter des rancœurs dont vous ne vous souvenez même plus vraiment comment elles ont commencé. Et soudain ce frère ou cette sœur éloignée, celui ou celle que vous évitiez lors des réunions de famille, celui ou celle avec qui vous n'échangeriez que le strict nécessaire, devient la personne qui vous comprend le mieux au monde. Ce n'est pas de la nostalgie, ce n'est pas du manque, c'est quelque chose de plus ancien, de plus viscéral. C'est comme si, après des décennies passées à errer dans des endroits où vous n'avez jamais vraiment eu votre place, vous rentriez enfin chez vous. Et ce chez vous n'est pas un lieu. C'est une personne qui porte les mêmes cicatrices que vous. Pourquoi cela arrive-t-il précisément dans la vieillesse? Pourquoi, après une vie entière passée loin les uns des autres, les frères et sœurs se retrouvent-ils alors qu'il ne leur reste plus beaucoup de temps? Freud dirait que ce n'est pas une coïncidence. Il dirait que vous aviez besoin de toutes ces années, de toutes ces pertes, de tout ce vide, pour enfin être prêt à revenir vers le seul lien qui n'a jamais été un choix, mais une destinée, prêt à guérir l'enfant blessé qui vit encore en vous, et prêt à comprendre que cette personne que vous avez blâmée pendant si longtemps saignait aussi. Car la vérité est la suivante, vous ne vous êtes pas éloigné de votre frère par hasard, vous vous êtes éloigné parce que vous en aviez besoin. Vous aviez besoin de prouver que vous étiez différent de lui, que vous aviez votre propre vie, votre propre identité, que vous n'étiez plus cet enfant qui partageait sa chambre, qui se battait pour la dernière part de gâteau, qui rivalisait pour attirer l'attention de ses parents. Vous aviez besoin d'être quelqu'un, et être quelqu'un signifiait ne pas être lui. Freud appelait cela l'individuation, le processus douloureux qui consiste à se séparer de ceux qui nous ont façonnés pour enfin découvrir qui nous sommes. Et les frères et sœurs sont les premières cibles de cette rupture, parce qu'ils représentent tout ce que vous essayez de laisser derrière vous. L'enfance, la dépendance, l'ombre de vos parents, la maison qui vous étouffait. Alors vous vous mariez, vous fondez votre propre famille, vous vous consacrez à votre carrière, à vos enfants, à votre conjoint et votre frère. Il devient une vieille photo, un lointain souvenir, quelqu'un que vous rencontrez de temps en temps et à qui vous faites semblant que tout va bien. Vous entrez dans le territoire des autres, le mariage, la parentalité, le travail, et là entouré de nouvelles personnes, de nouveaux rôles, de nouvelles obligations, vous oubliez. Vous oubliez qu'il y a quelqu'un qui vous connaissait avant que vous ne deveniez père, mère, professionnel, adulte, quelqu'un qui vous connaissait quand vous n'aviez pas encore de masque. Et pendant des années, parfois des décennies, cela fonctionne. Vous vous convainquez que vous n'avez pas besoin de lui, que votre vie est complète, que ces disputes d'enfance, ce ressentiment silencieux, cette distance tacite, faisaient simplement partie de la croissance. Tout le monde s'éloigne de ses frères et sœurs, n'est-ce pas? C'est normal. Mais il y a une culpabilité que vous n'admettez pas. Une culpabilité qui surgit à des moments inattendus, lorsque vous voyez deux enfants jouer ensemble dans la rue, lorsque quelqu'un parle avec affection de son propre frère, lorsque vous vous souvenez d'une blague que vous étiez les seuls à comprendre. Une culpabilité qui murmure doucement « Tu aurais dû appeler, tu aurais dû rendre visite, tu aurais dû être présent. » Mais vous étiez trop occupé à réussir, à être responsable, à être adulte, occupé à construire une vie dont, au fond, vous ne savez même pas si vous la vouliez vraiment. Car il y a un paradoxe cruel dans tout cela. Plus vous avez réussi aux yeux du monde, plus vous vous sentez seul à l'intérieur. Tu es marié, mais ton mariage ne te comble plus comme avant. Tu as des enfants, mais ils construisent leur propre vie, leur propre distance. Tu as une carrière, mais elle t'a épuisé plus qu'elle ne t'a comblé. Et vous avez des amis, bien sûr, mais ces amis ne vous ont jamais vu pleurer à 5 ans parce que vous aviez perdu votre jouet préféré. Ils n'ont jamais partagé votre peur de la colère de vos parents. Ils n'ont jamais été témoins de qui vous étiez avant d'apprendre à faire semblant. Il y a des jours où vous regardez autour de vous et vous vous rendez compte que vous êtes entouré de personnes qui ne connaissent que la moitié de vous-même, la moitié présentable, la moitié fonctionnelle, la moitié qui sait parler de comptes bancaires, d'école des enfants, de problèmes au travail. Mais personne ici ne connaît ta peur du noir quand tu avais 7 ans. Personne ne se souvient de la chanson qui t'endormait.
Personne ne connaît le surnom ridicule que tu avais et qui à l'époque te rendait furieux. Lui seul le sait, ce frère que tu as laissé derrière toi. Et le pire, c'est que vous l'avez fait consciemment. Ce n'était pas un accident. Vous aviez besoin de vous séparer pour grandir. Et grandir signifiait effacer le passé. Cela signifiait créer une nouvelle version de vous-même qui n'avait rien à voir avec cette maison, ses parents, cette dynamique familiale étouffante. Vous vous êtes réinventé. Et dans cette réinvention, il n'y avait pas de place pour ceux qui vous avaient connus dans votre ancienne version. Tu as gagné, tu t'es individualisé, tu as prouvé que tu étais différent, indépendant, fort. Mais maintenant, en regardant en arrière, tu te rends compte que tu as gagné une guerre contre la mauvaise personne, parce que ce frère que tu devais dépasser, celui qui représentait tout ce que tu voulais oublier, essayait aussi juste de survivre. Il portait aussi les mêmes blessures. Il fuyait aussi la même maison. Et il y a une ironie douloureuse dans tout cela. Vous faisiez tous les deux la même chose. Vous fuyiez, mais dans des directions opposées. Et pendant tout ce temps, alors que vous construisiez des vies séparées, que vous créiez des identités distinctes, que vous rivalisiez silencieusement pour prouver qui s'était le mieux sorti de cette enfance, vous auriez pu être alliés. Vous auriez pu partager le fardeau. Vous auriez pu vous comprendre. Mais non, vous avez choisi la voie la plus difficile, la voie de la solitude déguisée en indépendance. Et puis les rideaux commencent à se fermer. Vous vous rendez compte que la scène se vide. Les personnes pour lesquelles vous avez construit toute votre vie commencent à quitter la scène, une par une. Et dans le silence qui reste, vous entendez un écho, l'écho d'une voix que vous connaissez depuis toujours. Une voix qui ne vous juge pas pour ce que vous êtes devenu, car elle vous connaissait déjà quand vous n'étiez encore rien. Car la vieillesse n'arrive pas lentement. Elle arrive par vagues violentes, chacune emportant avec elle un morceau de ce que vous pensiez éternel. D'abord, les enfants partent, et vous saviez que cela allait arriver, vous vous y attendiez même, mais quand cela se produit, le silence de la maison fait mal d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Cette chambre qui était pleine de vie n'est plus qu'un musée de souvenirs. Vous passez devant la porte et vous vous attendez encore à entendre de la musique forte, des voix au téléphone, le bruit de pas précipités, mais il n'y a rien. Seulement le vide bruyant d'un espace qui a perdu son utilité. Vous avez essayé de combler ce vide. Nouveaux loisirs, voyages, projets. Vous vous êtes inscrit à des cours que vous n'avez jamais terminés. Vous avez acheté des livres qui sont restés sur votre table de chevet, ouverts à la même page. Vous avez fait des projets qui ont été oubliés la semaine suivante. Mais au fond, vous savez que vous avez perdu votre rôle principal. Vous n'êtes plus nécessaire de la même manière. Vos enfants vous appellent, bien sûr. Ils vous rendent visite de temps en temps. Mais vous voyez dans leurs yeux cette hâte polie de ceux qui doivent retourner à leur propre vie. Et vous ne pouvez pas leur en vouloir. Vous avez fait la même chose avec vos parents. Puis, le mariage change. Peut-être prend-il fin par un divorce ou un décès. Ou peut-être que quelque chose de pire se produit. Vous restez ensemble, mais vous n'êtes plus vraiment ensemble. Vous habitez simplement le même espace, comme deux locataires polis partageant un appartement. Parce que vous avez passé tellement de temps à être parents, à subvenir aux besoins de votre famille, à être des employés, que vous avez oublié d'être là l'un pour l'autre. Vous regardez cette personne avec qui vous avez partagé des décennies et vous réalisez que vous ne la connaissez plus. Ou pire, vous réalisez que vous ne l'avez peut-être jamais vraiment connue. Vous avez construit une vie ensemble, mais vous ne vous êtes jamais demandé si vous vouliez la même chose. Vous fonctionniez bien en équipe, vous partagiez les tâches, résolviez les problèmes, éleviez vos enfants. Mais en tant que compagnon, en tant que confident, en tant qu'âme qui se comprennent sans parole. Vous n'avez jamais été cela. Et lorsque vous essayez de renouer le contact, lorsque vous essayez de sauver quelque chose qui n'a peut-être jamais existé, il n'y a plus de force, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de volonté. Vous acceptez la distance comme une partie naturelle du processus. Certains couples disent même qu'ils sont bien comme ça, qu'ils ont mûri ensemble. Mais la vérité, c'est que vous êtes simplement trop fatigué pour réessayer. La carrière se termine à la retraite. Et vous pensiez que ce serait la liberté, un repos bien mérité, le temps de faire enfin ce que vous avez toujours voulu faire. Mais ce que vous ressentez, c'est de l'irrélevance. Parce que pendant 30-40 ans, vous avez été défini par ce que vous faisiez. Vous étiez le manager respecté. Vous étiez le professeur qui changeait des vies. Vous étiez le médecin en qui on avait confiance. Et maintenant ? Maintenant, vous n'êtes plus que quelqu'un qui était quelqu'un. Vous allez à des réunions sociales et vous vous rendez compte que personne ne vous pose plus de questions sur votre travail parce que vous ne travaillez plus. Vous n'avez pas d'histoire nouvelle, de réalisations récentes, de défis stimulants.
vous n'avez que le passé. Et les gens écoutent poliment vos vieilles histoires, mais vous voyez dans leurs yeux cette lueur d'ennui poli. Vous êtes devenu le vieil ennuyeux qui parle toujours de la même époque. Et puis il y a les amitiés. Elles s'estompent, non pas à cause d'une dispute ou d'une blessure, mais à cause de la fatigue, de la maladie, de la mort. Vous allez à de moins en moins d'enterrements jusqu'à ce que vous réalisiez que vous allez à trop d'enterrements. Votre agenda, qui était auparavant rempli de déjeuners, d'apéritifs, de rendez-vous le week-end, ne compte plus que 3 rendez-vous par mois, tout au plus. Les amis qui restent vivent loin, ou sont aussi fatigués que vous, ou sont malades, ou s'occupent d'une personne malade. Les conversations sont superficielles, car vous avez déjà raconté toutes les histoires, répété toutes les blagues. Vous recyclez les mêmes souvenirs, car vous n'en créez pas de nouveaux ensemble. Et au fond, ces amis ne vous ont jamais vraiment connu. Ils ont connu la version adulte de vous-même, la version éditée, la version que vous avez construite pour le monde. Ils ne savent pas d'où vous venez. Ils ne comprennent pas pourquoi vous êtes comme vous êtes. Freud parlait de la pulsion de mort, non pas comme un désir de mourir, mais comme la force inévitable qui nous ramène à l'état antérieur, au silence, au néant. Et dans la vieillesse, vous ressentez cette force pour la première fois. Ce n'est pas de la peur, c'est de la conscience. La conscience que le temps n'est plus de votre côté. La conscience que chaque année enlève désormais plus qu'elle n'ajoute. Chaque anniversaire est un rappel que vous êtes plus proche de la fin que du début. Et au milieu de tout cela, une peur secrète vous paralyse. Une peur que vous n'admettez jamais à voix haute, même à vous-même. Qui se souciera de moi quand je ne serai plus là? Vos enfants pleureront, bien sûr, mais ils ont leur propre vie, leurs propres problèmes, leurs propres enfants à élever. Dans quelques années, vous ne serez plus qu'un lointain souvenir, une photo sur le mur, une histoire qu'ils raconteront à leurs petits-enfants. Votre conjoint, s'il est encore en vie, il ressentira peut-être du soulagement. Le soulagement de ne plus avoir à s'occuper de vous, de ne plus avoir à faire semblant que tout va bien. Vos amis, ils vous regretteront pendant quelques semaines. Ils diront « c'était quelqu'un de bien ». Puis la vie continuera, et vous réalisez, avec une lucidité poignante, que vous avez construit toute une vie entourée de gens, mais que vous mourrez seul. C'est dans ce vide, dans ce silence assourdissant qu'une voix résonne à nouveau. Une voix que vous n'aviez pas entendue depuis des années, peut-être des décennies. Une voix qui n'a pas besoin de contexte, qui n'a pas besoin d'explication. Une voix qui parle une langue que vous seul comprenez. Et pour la première fois depuis longtemps, vous ne vous sentez pas complètement seul. Parce qu'il y a quelqu'un dans le monde qui se souvient encore. Quelqu'un qui était là quand vous n'étiez pas encore aussi fatigué. Quelqu'un qui a vu la même maison, les mêmes parents, la même enfance. Et soudain, vous comprenez. Il est le seul témoin vivant de qui vous étiez vraiment. Car il y a une chose que personne d'autre au monde ne peut vous offrir. Les frères et sœurs sont les seuls témoins vivants de toute votre enfance. Pas la version édulcorée que vous racontez à vos amis. Pas la version romancée que vous avez créée au fil du temps. La version réelle, la version brute, la version qui fait mal. Ils savent qui étaient vraiment vos parents. Pas les parents que vous décrivez aujourd'hui, des décennies plus tard, avec le vernis du pardon ou de la colère cristallisée. Ils ont connu ces parents au quotidien, dans la fatigue, dans les explosions, dans les silences glacials. Ils ont vu les mêmes injustices que vous avez vues. Ils ont ressenti la même peur lorsque la porte claquait. Ils ont respiré le même soulagement lorsque la paix est enfin revenue. Et cela compte plus que vous ne l'imaginez. Parce que pendant toute votre vie d'adulte, vous avez raconté votre histoire à des personnes qui n'étaient pas là. Vous avez essayé d'expliquer à votre conjoint pourquoi certains comportements vous déclenchent. Vous avez essayé de faire comprendre à vos enfants d'où vient la douleur que vous portez en vous. Vous avez essayé de vous confier à vos amis au sujet de vos traumatismes, qu'ils écoutent avec empathie, mais sans jamais vraiment comprendre. Ils essaient de comprendre, ils posent des questions, ils offrent des conseils bien intentionnés, mais au fond de leurs yeux, vous voyez cette distance, ce fossé entre ce que vous essayez de transmettre et ce qu'ils parviennent réellement à saisir. Car peu importe la qualité de votre description, peu importe le nombre de détails que vous donnez, ils n'étaient pas là. Ils n'ont pas senti l'odeur de cette maison. Ils n'ont pas entendu le ton exact de cette voix. Ils n'ont pas vu l'expression sur le visage de votre père lorsqu'il était sur le point d'exploser. Mais avec votre frère, vous n'avez pas besoin d'expliquer. Il était là. Il a vu. Il porte aussi ce souvenir. Vous partagez un langage secret fait de références que personne d'autre ne comprend. Cette chanson qui passait à la radio, cette odeur de nourriture qui vous rappelle tout, ce ton de voix qui précédait la tempête,
Vous savez exactement ce que cela signifiait quand votre père restait trop silencieux, ou quand votre mère soupirait de cette façon particulière. Il y a dans cela une économie de mots qui tient presque du miracle. Vous pouvez dire 3 mots. Tu te souviens de ce jour-là? Et il sait exactement de quel jour il s'agit, de quel moment, de quel sentiment. Vous n'avez pas besoin de construire tout le contexte, de décrire le décor, d'expliquer les personnages. Il a déjà tout cela archivé dans la même mémoire que vous. Freud parlait du roman familial, cette tendance que nous avons tous à réécrire notre propre histoire, à transformer nos parents en méchants parfaits ou en héros immaculés, selon ce dont nous avons besoin de croire pour aller de l'avant. Nous le faisons inconsciemment. Nous façonnons le récit pour qu'il ait un sens, pour qu'il justifie qui nous sommes devenus, pour qu'il explique nos choix. Mais quand vous avez un frère, il est la preuve vivante que votre mémoire n'est pas totalement fiable. Il se souvient de choses que vous avez oubliées. Il a des versions différentes des mêmes événements. Et parfois, cela vous dérange, car il vous montre que ce père que vous avez transformé en monstre avait aussi des jours de tendresse. Ou que cette mère que vous avez idéalisée a aussi été cruelle à des moments que vous avez effacés de votre mémoire. Et ensemble, vous parvenez à assembler un puzzle plus proche de la vérité. Pas la vérité parfaite, car la mémoire ne l'est jamais, mais une vérité plus complète. Une vérité nuancée. Une vérité qui comporte des contradictions. Et la solitude que cela tue est existentielle, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir quelqu'un à qui parler, il s'agit d'être complètement connu. Il s'agit de regarder quelqu'un et de savoir que cette personne comprend vos blessures sans que vous ayez besoin de les rouvrir avec des mots. Il s'agit de ne pas être seul dans votre propre histoire. Tous ceux que vous avez rencontrés après n'ont vu que le résultat. Ils connaissent l'adulte que vous êtes devenu, les défenses que vous avez construites, les schémas que vous répétez, les stratégies de survie qui sont devenues votre personnalité. Ils peuvent même reconnaître vos déclencheurs, comprendre vos réactions, respecter vos limites, mais ils ne savent pas d'où ils viennent. Ils n'en comprennent pas l'origine. Mais votre frère, il vous a vu vous former. Il était là quand vous n'étiez encore rien de tout cela. Il vous a connu avant que vous n'appreniez à vous mentir à vous-même, avant que vous ne développiez cette façon de vous protéger, avant que vous ne créiez ce masque que vous ne remarquez même plus que vous portez. Et il y a plus. Lui seul comprend les blagues qui ne font rire personne d'autre. Ses références internes, ses surnoms ridicules, cette façon particulière d'imiter un parent décédé. Ce sont les codes d'une tribu de 2. Vous pouvez être dans une pièce pleine de monde et échanger un regard, juste un regard, et commencer à rire de quelque chose qui s'est passé il y a 40 ans et que personne d'autre ici ne comprendrait, même si vous l'expliquiez pendant 1 heure. C'est une intimité qui ne se construit pas. Elle existe tout simplement. Elle a été forgée dans le feu de cette enfance partagée. Et quand vous perdez ce frère, ou quand vous laissez cette connexion mourir en silence, vous perdez le dernier gardien de votre enfance réelle. Vous pouvez même avoir des photos, des vidéos, des objets conservés. Mais vous n'avez personne pour confirmer « Tu te souviens de ce jour-là » et entendre « Je m'en souviens, j'étais là ». Vous n'avez personne pour dire « Cela s'est vraiment passé. Tu ne l'as pas inventé. Tu n'es pas fou. Je l'ai vu aussi ». Cette validation, ce reflet, c'est ce qui rend les frères et sœurs irremplaçables. Parce que le reste du monde peut te connaître profondément, peut t'aimer inconditionnellement, peut même te comprendre mieux que n'importe quel thérapeute. Mais personne n'était là au début. Personne n'a vu d'où tu viens. Personne d'autre ne porte les mêmes cicatrices d'origine. Et dans la vieillesse, quand tant de certitudes se sont effondrées, quand vous vous êtes interrogé sur qui vous êtes et pourquoi vous êtes devenu qui vous êtes, avoir quelqu'un qui a été témoin de votre point de départ est presque sacré. C'est la preuve que vous avez existé, que votre douleur était réelle, que votre histoire n'a pas été inventée, que vous n'êtes pas seul dans ce souvenir qui semble parfois si lointain que vous en doutez. Mais alors, une question vous paralyse au milieu de la nuit quand vous n'arrivez pas à dormir. Et s'il était trop tard, parce que vous n'êtes plus un enfant, et votre frère non plus, ces disputes d'enfance, cette compétition étouffante, ce ressentiment que vous avez porté pendant des décennies, rien de tout cela n'a disparu. Tout est là, enfoui profondément, mais là, en attente. Et la vieillesse a une façon cruelle de faire ressurgir tout ce que vous avez essayé d'oublier. Freud appelait cela la régression, lorsque les défenses que vous avez construites tout au long de votre vie commencent à s'affaiblir et que vous revenez à vos blessures d'origine. Les couches de maturité que vous avez accumulées au fil des ans commencent à s'écailler. Et soudain,
Vous vous surprenez à ressentir des choses que vous juriez avoir surmontées depuis des décennies. Vous pensiez avoir mûri, avoir laissé tout cela derrière vous, que ces blessures étaient des choses d'enfant et que vous, adulte rationnel, aviez déjà tout assimilé. Mais non, l'enfant blessé est toujours en vous, attendant, et il revient avec des questions qui n'ont jamais trouvé de réponse. Pourquoi ma mère t'aimait-elle plus? Pourquoi me frappais-tu et personne ne faisait rien? Pourquoi n'étais-je jamais assez bien? Pourquoi étais-tu toujours le préféré et moi toujours l'oublié? Pourquoi avais-tu tout et devais-je supplier pour avoir quelque chose? Pourquoi personne ne m'a protégé de toi? Ce sont des questions auxquelles un adulte rationnel sait qu'il n'y a pas de réponse simple, ou dont les réponses sont trop complexes pour tenir en une phrase. Vos parents avaient leur propre traumatisme. La dynamique familiale était dysfonctionnelle. Personne ne savait ce qu'il faisait. Tout le monde survivait comme il pouvait. Mais l'enfant qui est revenu ne veut pas de complexité, il ne veut pas d'analyse psychologique, il veut justice, il veut que quelqu'un admette qu'il a été injuste, il veut des excuses qui ne viendront jamais, il veut que quelqu'un lui dise « Tu avais raison, c'était mal, tu ne méritais pas ça ». Et cet enfant cherche dans les yeux de son frère une certaine validation, une certaine reconnaissance, une certaine admission de culpabilité, parce qu'il a pris part à cela, il t'a fait du mal, où il a laissé les autres te faire du mal, où il a été le complice silencieux d'injustice que tu n'as jamais oublié. Mais maintenant, il y a quelque chose de différent, quelque chose que seule la vieillesse apporte, parce que vous avez tous les deux vieilli, et avec la vieillesse vient une clarté douloureuse, mais nécessaire. Vos parents ont fait des erreurs avec tout le monde, pas seulement avec vous, pas seulement avec lui. Ils ont échoué en tant que parents parce qu'ils n'étaient que des êtres humains fatigués, effrayés, limités, répétant des schémas hérités de parents encore plus brisés. Et vous regardez votre frère maintenant, des décennies plus tard, avec des rides qui reflètent les vôtres, avec une fatigue que vous reconnaissez, avec la même tristesse dans les yeux, et vous réalisez, lui aussi saignait. Lui aussi essayait de survivre dans cette maison. Lui aussi porte des blessures qui ne se sont jamais cicatrisées. Lui aussi a des questions sans réponse. Vous avez passé votre vie à rivaliser pour attirer l'attention de personnes qui ne savaient pas aimer correctement, à rivaliser pour quelques miettes d'affection à une table où il n'y en avait jamais assez. Et dans cette compétition absurde, cruelle, inégale, vous vous êtes blessé, non pas parce que vous étiez mauvais, non pas parce que vous étiez des monstres, mais parce que vous étiez des enfants désespérés qui essayaient de ne pas disparaître. Cela change tout, parce que pour la première fois, vous pouvez voir au-delà de la vieille colère. Vous pouvez voir à travers le brouillard du ressentiment. Vous pouvez comprendre que lorsqu'il vous provoquait, vous frappait, vous humiliait, il se défoulait d'une douleur qu'il ne savait pas nommer. Il essayait de se sentir puissant dans un endroit où il se sentait invisible. Il vous utilisait comme punching ball émotionnel parce qu'il n'avait pas le droit de frapper en retour ceux qui lui faisaient vraiment du mal. Et quand vous l'ignoriez, le jugiez, le mettiez de côté, le traitiez avec mépris, vous faisiez la même chose. Vous vous protégiez de la seule manière que vous connaissiez. Vous créiez une distance pour ne plus ressentir de douleur. Vous le transformiez en ennemi parce que c'était plus facile que d'admettre que les vrais ennemis étaient intouchables. Et puis, survient une possibilité rare dans la vie, la possibilité de pardonner. Pas avec des mots dramatiques, pas avec de longues conversations thérapeutiques, pas avec des étreintes qui prétendent effacer des décennies, mais avec la présence, avec la reconnaissance, avec le courage de se regarder et d'admettre « nous nous sommes fait du mal ». Et c'était réel, mais nous avons aussi été blessés, et nous ne savions pas ce que nous faisions. Le pardon peut commencer petit, par un coup de fil inattendu, par un simple message « je pensais à toi », par une invitation à prendre un café qui n'exige pas de réponse immédiate, par un regard qui dit « je sais, j'ai aussi souffert, arrêtons de porter ce poids seul ». Car le pardon entre frères et sœurs n'est pas une question d'oubli. Il ne le sera jamais. Les cicatrices sont là. Vous n'oublierez jamais cette fois où il vous a trahi devant vos parents, ou cette fois où il vous a laissé seul alors que vous aviez le plus besoin de lui, ou toutes ces années où vous étiez des étrangers vivant sous le même toit. Mais pardonner, c'est enfin comprendre. C'est reconnaître que vous avez tous deux été victimes de la même histoire, les personnages du même traumatisme, survivants du même naufrage, et que vous avez gaspillé des décennies à vous reprocher mutuellement des blessures causées par d'autres mains. Et si vous écoutez cela maintenant, et pensez à ce frère que vous n'avez pas vu depuis des années, à cette sœur qui est devenue une étrangère, à ce lien que vous avez laissé mourir en silence,
Prêtez attention à ce malaise que vous ressentez maintenant, à cette pression dans votre poitrine, cette envie de changer de sujet, car il vous dit quelque chose d'important. Il vous dit qu'il est encore temps, qu'il est encore possible de réparer, qu'il existe encore une chance de ne pas mourir en portant ce poids. Mais vous devez agir, pas demain, pas quand les choses iront mieux, pas quand vous vous sentirez prêt, maintenant. Car le temps ne joue pas en votre faveur, et la vérité la plus dure est celle-ci. Un jour, l'un de vous mourra, et celui qui restera portera un poids incurable, le poids d'avoir attendu trop longtemps, le poids de n'avoir jamais essayé, le poids d'avoir choisi la fierté plutôt que la reconnexion. Alors faites ceci, prenez votre téléphone, envoyez un message, fixez un rendez-vous, commencez par là où vous pouvez. Pas besoin de grandes déclarations, pas besoin de tout régler d'un coup, pas besoin de faire comme si de rien n'était. Il suffit de faire le premier pas, parce que l'enfant blessé, en vous, mérite cette chance, et l'enfant blessé, en lui aussi. Parce que lorsque vous revenez enfin vers ce frère, lorsque vous vous autorisez enfin à être présents l'un pour l'autre, sans toutes vos armures, sans vos anciennes défenses, sans le scénario de décennies de distance, quelque chose de presque spirituel se produit. Vous ne vous reconnectez pas seulement avec une personne, vous rentrez chez vous, et la maison n'est pas un lieu physique. Ce n'est pas la maison de votre enfance qui a été vendue ou démolie. C'est un sentiment. C'est cette sensation ancienne, presque oubliée, d'appartenir à quelqu'un sans avoir à le mériter. Freud parlait d'objets primaires, les premières relations qui façonnent tout ce qui vient après. Vos parents étaient des objets primaires, bien sûr, mais vos frères et sœurs le sont aussi, et d'une manière différente car ils n'avaient aucun pouvoir sur vous. Ils ne décidaient pas si vous mangiez ou non. Ils ne déterminaient pas si vous étiez puni ou non. Ils étaient dans le même bateau que vous. Ils étaient vos premiers égaux. Et il y a une étrange beauté dans cela. Parce que toutes les autres relations de votre vie ont été construites sur des choix. Vous avez choisi votre conjoint après avoir évalué votre compatibilité, votre attirance, vos objectifs de vie. Vous avez choisi vos amis en fonction de vos affinités, de vos intérêts communs, de vos valeurs partagées. Vous avez même choisi, d'une certaine manière, comment vous comporter avec vos enfants. Quel type de père ou de mère vous vouliez être. Mais votre frère, c'était le destin, c'était une imposition. Il est simplement apparu dans votre vie, ou vous êtes apparu dans la sienne, et vous n'avez eu d'autre choix que de coexister. Il n'y a pas eu de sélection, d'entretien, de période d'adaptation. Vous avez été jetés ensemble, et c'est tout. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est la seule relation dans laquelle vous pouvez être complètement vrai, parce qu'il vous a déjà vu sous votre pire jour, il vous a déjà vu sale, en pleurs, furieux, ridicule, lâche, égoïste, cruel. Il vous a vu faire des caprices à 5 ans, mentir à 10 ans, tout casser à 15 ans. Il vous a vu être mesquin avec votre mère, être injuste avec votre père, être cruel avec vous-même. Et il est toujours là. Non pas parce que vous l'avez impressionné, non pas parce que vous avez prétendu être meilleur que vous ne l'êtes, mais parce que vous partagez une histoire qui est plus grande que n'importe quelle faille individuelle. Une histoire qui a déjà survécu à tant de choses qu'une faille de plus ne la détruira pas. Et cela vous libère d'une manière qu'aucune autre relation ne peut égaler. Vous n'avez pas besoin de faire semblant avec lui. Vous n'avez pas besoin de garder le masque de l'adulte fonctionnel, de la personne bien dans sa peau, du professionnel compétent. Vous pouvez simplement être cette version fatiguée, confuse et blessée de vous-même. Et il comprendra. Parce qu'il est aussi comme ça. Lui aussi est fatigué. Lui aussi est confus. Lui aussi est blessé. C'est un soulagement viscéral de ne pas avoir à s'expliquer, de pouvoir parler de son enfance sans avoir à tout contextualiser. De mentionner un nom et de voir dans ses yeux une reconnaissance immédiate. Cet oncle bizarre, cette voisine indiscrète, ce professeur qui vous a marqué. Vous parlez une langue que personne d'autre ne maîtrise. Et dans cette langue, 2 mots peuvent contenir toute une histoire. Et dans la vieillesse, quand tant d'autres relations se sont usées ou ont pris fin, quand vous n'avez plus la patience de créer une intimité à partir de zéro avec de nouvelles personnes, quand vous n'avez plus l'énergie d'expliquer qui vous êtes depuis le début, cette connexion qui existe déjà, qui a été testée par le temps, qui a survécu à des décennies de négligence, est un trésor que vous voyez enfin. Car maintenant vous comprenez, il est le dernier lien vivant avec celui que vous étiez. Tous les autres qui vous ont connu dans cette version, vos parents, vos grands-parents, ces amis d'enfance qui ont disparu, ces voisins qui ont déménagé, sont morts ou ont disparu. Il est le seul qui reste. Et lorsque vous vous asseyez ensemble, lorsque vous commencez à vous souvenir, lorsque les histoires reviennent,
Vous ne faites pas que combler un vide. Vous renouez avec des parties de vous-même qui étaient endormies. Il vous rappelle à quel point vous étiez drôle quand vous étiez enfant, à quel point vous rêviez grand avant d'apprendre à avoir peur, à quel point vous étiez courageux dans des situations que vous avez complètement oubliées, à quel point vous aviez une imagination qui créait des mondes entiers, à quel point vous riez d'une manière dont vous n'avez plus ri depuis des décennies. Et en l'entendant dire cela, vous retrouvez quelque chose de précieux, la conscience que vous étiez autrefois plus que cette fatigue actuelle. Vous étiez autrefois entier, vous étiez autrefois léger, vous étiez autrefois libre, et peut-être, juste peut-être, pouvez-vous encore l'être à nouveau, au moins pendant quelques instants, au moins quand vous êtes avec lui. Cette reconnexion n'est pas une nostalgie vide de sens. Ce n'est pas le genre de nostalgie qui vous paralyse et vous donne envie de remonter le temps. C'est une guérison active, parce que vous récupérez des morceaux de vous-même qui ont été perdus en chemin. Vous reconstruisez le récit de votre propre vie avec l'aide de la seule personne qui peut confirmer « Oui, vous étiez comme ça. Oui, cela s'est produit. Oui, tu comptais. Oui, tu étais spécial. Et il y a plus. Lui seul peut vraiment te pardonner. Parce que lui seul sait exactement ce pourquoi tu as besoin d'être pardonné. Les autres personnes dans votre vie peuvent vous offrir l'absolution, mais elle est superficielle. Elles ne connaissent pas vos cruautés d'enfance, vos égoïsmes silencieux, les fois où vous avez été lâche et l'avez laissé seul dans la ligne de mire, les fois où vous l'avez humilié pour paraître meilleur, les fois où vous l'avez abandonné alors qu'il avait le plus besoin de vous. Mais lui, il sait, il s'en souvient. Et quand il vous regarde maintenant dans cette vieillesse partagée, avec tout ce que vous avez traversé tous les deux, et qu'il choisit de rester, ce pardon est réel. Il est complet. Il est libérateur. Parce qu'il ne vient pas de celui qui vous a idéalisé. Il vient de celui qui vous a connu dans la boue, qui vous a vu au pire de vous-même, et qui a décidé que vous en valiez encore la peine, et vous faites de même pour lui. Vous pardonnez les marques qu'il a laissées sur vous, non pas parce qu'elles ont disparu, non pas parce que vous avez oublié, mais parce que vous comprenez maintenant qu'il essayait lui aussi simplement de survivre. Lui aussi avait peur. Lui aussi ne savait pas quoi faire de toute cette douleur. Et dans ce pardon mutuel, dans cette reconnaissance que vous n'étiez tous deux que des enfants effrayés, faisant de leur mieux avec le peu qu'ils avaient, vous vous libérez enfin de la prison de l'enfance. Vous pouvez enfin être de vrais frères. Pas les frères que vous avez été contraints d'être, mais les frères que vous choisissez d'être maintenant. Mais il y a une peur qui paralyse beaucoup de gens à ce moment-là. Une peur si forte qu'elle maintient les frères séparés jusqu'au dernier jour de leur vie. Et cette peur n'est pas seulement celle du rejet, c'est quelque chose de plus profond, de plus primitif. C'est la peur de découvrir que vous avez attendu trop longtemps, que le pont s'est déjà effondré, qu'il n'y a plus rien à sauver. Et si j'appelle et qu'il ne veut pas me parler? Et s'il est toujours en colère? Et s'il me reproche tout? Et si on essaie et qu'on se rend compte que ça ne marche plus? Ces questions vous paralysent. Elles vous maintiennent prisonnier au même endroit pendant des années, parfois des décennies. Car tant que vous n'essayez pas, il y a encore une possibilité. Il y a encore le fantasme qu'un jour vous vous reconnecterez et que tout s'arrangera comme par magie. Mais la vérité, c'est que vous avez peur de la réponse. Vous avez peur de découvrir qu'il ne veut vraiment pas de vous dans sa vie, qu'il s'est construit une vie sans vous et qu'il s'en porte très bien, qu'il ne vous manque pas, que vous êtes jetable. Et puis, il y a la fierté. Cette fierté silencieuse qui murmure « Pourquoi devrais-je être le premier à céder? Moi aussi j'ai été blessé. Moi aussi j'ai le droit d'être en colère. S'il l'avait voulu, il aurait fait le premier pas. » Et vous restez dans cette impasse éternelle, attendant que l'autre fasse le premier pas, tandis que l'autre attend la même chose de vous. Et les années passent, et vous vieillissez. Et la distance se consolide jusqu'à devenir quelque chose de concret, de palpable, presque insurmontable. Jusqu'au jour où vous réalisez, tellement de temps a passé que ce serait bizarre maintenant. Ce serait étrange d'appeler comme ça, sans raison. Que diriez-vous? Comment commenceriez-vous? Salut, ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas parlé, mais tu m'as manqué. Cela semble ridicule, cela semble trop tard. Et il y a autre chose, il y a le poids du temps perdu. Parce que ce ne sont pas seulement 10 ou 20 ans de silence, ce sont des anniversaires que vous n'avez pas célébrés avec lui. Ce sont des crises qu'il a traversées et où vous n'étiez pas là. Ce sont ses réussites que vous n'avez pas célébrées. Ce sont des pertes qu'il a subies seul. Comment compenser cela? Comment s'excuser pour des décennies d'absence? Vous ne pouvez pas compenser et vous n'avez pas besoin de le faire, parce qu'il a aussi la même dette. Lui non plus n'était pas là pour vous.
Lui aussi a laissé passer des années. Lui aussi a choisi la fierté, la peur, l'inertie. Vous avez tous les deux perdu du temps. Vous portez tous les deux la culpabilité. Et vous avez tous les deux la même question en tête. Est-il encore temps? Freud parlait de la compulsion de répétition, cette tendance que nous avons à répéter des schémas douloureux parce qu'ils nous sont familiers. Il est plus confortable de rester dans la douleur connue que de risquer la douleur inconnue du changement. Vous savez déjà ce que c'est que de vivre sans lui. Vous avez déjà appris à gérer cette absence. Vous avez déjà trouvé des justifications. Vous avez déjà construit une vie qui fonctionne sans ce lien. Mais essayer de renouer le contact, c'est un territoire inconnu. Cela comporte le risque de l'embarras, du rejet, du regret. Et si c'était pire? Et si vous essayiez et que vous vous rendiez compte que vous n'avez plus rien en commun? Et si la rencontre était forcée, artificielle, décevante? Au moins, maintenant, vous avez le fantasme. Au moins, maintenant, vous pouvez imaginer que si vous essayiez, cela marcherait. Mais il y a une vérité que vous évitez d'affronter. Une vérité dure, cruelle, définitive. Vous vieillissez tous les deux. L'un de vous mourra le premier. Et quand cela arrivera, l'autre restera avec une culpabilité qui n'aura pas de date d'expiration. Une culpabilité qui vous hantera jusqu'au jour où vous mourrez vous aussi. Vous vous souviendrez de ce moment présent, en entendant cela, en ressentant ce malaise dans votre poitrine, en pensant à lui. Et vous vous demanderez, pourquoi n'ai-je pas essayé? Pourquoi ai-je laissé ma fierté l'emporter? Pourquoi ai-je choisi la peur plutôt que le courage? Pourquoi ai-je gâché les dernières années que nous avions? Et vous n'aurez pas de réponse. Vous n'aurez aucune justification valable, parce que la vérité, c'est que vous avez eu votre chance, et vous l'avez laissé passer. Non pas parce que vous ne pouviez pas, mais parce que vous avez choisi de ne pas le faire. Et la pire solitude n'est pas de mourir seul, c'est de mourir en sachant que vous auriez pu avoir de la compagnie, que vous auriez pu renouer le contact, que vous auriez pu guérir cette blessure, mais vous avez choisi de ne pas essayer. Vous avez choisi de protéger votre fierté plutôt que de sauver la relation. Et maintenant, il est trop tard. Il n'y a plus de deuxième chance. Alors la question n'est pas « et si ça ne marche pas ?» La question est « pouvez-vous vivre avec la certitude de n'avoir jamais essayé? Pouvez-vous porter ce regret jusqu'à la fin? Parce que la peur du rejet est temporaire. Mais le poids de ne pas avoir essayé est éternel. Alors qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui vous empêche de décrocher le téléphone maintenant? D'envoyer ce message? De briser ce silence qui dure depuis trop longtemps? Pas besoin de grands gestes, pas besoin de conversations dramatiques ou de déclarations émotionnelles, pas besoin de résoudre des décennies de chagrin en une seule rencontre. Il suffit de commencer. Et commencer, c'est simple. C'est une phrase. Une petite phrase presque idiote mais qui dit tout. Je pensais à toi. Cela peut être un SMS. Cela peut être un coup de fil rapide. Cela peut être un email si c'est plus facile ainsi. Le moyen importe peu. Ce qui importe, c'est l'intention. Et l'intention est unique. Renouer le contact. Dire à ce frère éloigné qu'il n'a pas été oublié, qu'il compte toujours, que vous vous souvenez encore de lui. Et si vous ne savez pas quoi dire après cela, utilisez vos souvenirs. Les souvenirs partagés sont le pont le plus sûr. Tu te souviens Tu te souviens de ce jour-là? L'autre jour, j'ai vu quelque chose qui m'a rappelé cette fois-là. Les souvenirs ne mentent pas. Ils n'exigent pas d'explication. Ils ne font que créer des liens. Et dès que vous commencez à vous souvenir ensemble, quelque chose se dissout. La rigidité s'atténue, la défense s'abaisse. Et vous redevenez pendant quelques instants ces enfants que vous étiez autrefois. Freud dirait que vous ne soignez pas seulement cette relation, vous soignez l'enfant qui est en vous, celui qui rivalisait, qui se battait, qui ressentait du ressentiment, mais qui au fond voulait seulement être vu. Elle voulait juste appartenir. Elle voulait juste ne pas être seule dans cette maison, dans cette douleur, dans cette confusion. Et lorsque vous tendez la main à votre frère aujourd'hui, vous faites ce que cet enfant n'a pas pu faire à l'époque, choisir l'amour plutôt que la survie, choisir la connexion plutôt que la protection, choisir la vulnérabilité plutôt que l'armure, car c'est le plus beau cadeau de la vieillesse. Ce n'est pas la sagesse, même si elle vient, ce n'est pas la tranquillité, même si elle apparaît parfois. Le plus beau cadeau de la vieillesse, c'est le temps de réparer ce qui compte, le temps de regarder en arrière et de réaliser ce qui vaut vraiment la peine d'être conservé et ce qui doit être laissé derrière. Et les frères et sœurs ne deviennent pas amis par hasard dans la vieillesse. Ce n'est pas de la nostalgie, ce n'est pas du désespoir, ce n'est pas du manque, c'est la reconnaissance. C'est la conscience profonde que vous partagez une histoire que personne d'autre ne connaît, que vous êtes les derniers gardiens d'une enfance
dont personne d'autre ne se souvient, que vous portez les mêmes cicatrices, les mêmes questions, la même douleur d'origine, et que vous avez perdu trop de temps à mener une guerre qui n'était pas la vôtre. Vous étiez des alliés qui se sont traités comme des ennemis. Vous étiez des complices qui se sont punis pour des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Vous étiez des survivants du même naufrage qui se sont noyés séparément alors qu'ils auraient pu nager ensemble. Mais il est encore temps. Tant que vous êtes tous les deux en vie, il est encore temps. Et vous le savez. Vous le ressentez en ce moment même. Ce malaise, cette oppression, cette envie de faire quelque chose, ce n'est pas de la culpabilité, c'est un appel. C'est la partie la plus authentique de vous-même qui vous dit « Ne laissez pas les choses en rester là ». Car personne ne devrait mourir sans avoir fait la paix avec ceux qui ont partagé le même toit, les mêmes parents, la même enfance. Vous avez déjà perdu trop de temps, vous avez déjà porté trop de rancœur, vous avez déjà trop fait semblant que tout allait bien alors que ce n'était pas le cas. Et si vous écoutez cela et pensez à lui en ce moment, à ce frère, à cette sœur, à ce lien qui s'est refroidi, c'est le signe. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant, parce que vous ne savez pas combien de temps il vous reste, et lui non plus. Alors faites-le pour vous deux, pour l'enfant que vous étiez, pour l'enfant qu'il était, pour les décennies que vous pouvez encore passer ensemble, pour le réconfort de ne pas mourir seul dans votre propre histoire. Appelez, écrivez, passez le voir, commencez par là où vous pouvez. Mais commencez, car au final, quand tout sera passé, vous ne regretterez pas d'avoir essayé. Vous regretterez seulement de ne pas avoir essayé. Et alors, il sera trop tard. Les frères et sœurs âgés redeviennent frères et sœurs. Pas les frères et sœurs qu'ils ont été contraints d'être, mais les frères et sœurs qu'ils choisissent d'être. Et ce choix, ce courage de revenir, c'est le dernier et le plus important remède que vous pouvez vous donner. Et vous? Avez-vous un frère ou une sœur dont vous vous êtes éloigné avec le temps? Qu'est-ce qui vous empêche de faire le premier pas maintenant? Racontez-le ici dans les commentaires. Parfois, écrire est le début du courage. N'oubliez pas, vivre en pleine conscience est un choix. Éveillez votre esprit, affrontez vos désirs et éclairez votre ombre. Comptez sur moi dans cette aventure et continuez à suivre les prochaines vidéos de la chaîne.